Comment vont-ils? On se lundi 11 décembre. Je me suis même pas fait de café. Je suis un bolos. On stream un petit peu plus tôt aujourd'hui. On va faire des petites stories, tiens. On va prévenir les gens qu'on est en stream. Bien débriefer. Une season. Alors super, tu mets twitch.tv, tu mets twitch.ya. Ya. Hop là, c'est posté sur Twitter. On va mettre une petite story Instagram. En attendant, n'oubliez pas, nous sommes lundi, ce qui veut dire qu'hier, un nouvel épisode de Backdoor est sorti aujourd'hui. Enfin aujourd'hui non, mais dans ce nouvel épisode, on vous parle d'un bison, Monsieur Brian Williams, as known as Bison Délé. Allez écouter. C'est une histoire que vous connaissez peut-être déjà, mais qu'il est toujours intéressant de reconter. Parce que je trouve que c'est une histoire qui, en fonction du conteur, n'a pas la même saveur, la même émotion. Et je trouve que Baptiste l'a particulièrement bien compté dans ce podcast. Donc n'hésitez pas à aller écouter, à aller rejoindre aussi Backdoor sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Venez nous faire vos remarques, nous donner vos que vous pensez, voilà, est-ce que vous trouvez que le son est bon? Ah, je trouve que le son n'est pas assez fort, que la musique est pas assez forte. Je trouve que Raphaël raconte vraiment n'importe quoi. Vous avez le droit de le dire. Mais venez, soyez nombreux. Allez, hop, on va faire un petit spoil comme ça. On débrief le in-season. Bien, quel est ton avis? Ivre mort, mon téléphone, dis donc. On a rarement vu un téléphone aussi ivre mort. Je sais pas si. Déjà, coucou la VOD. Déjà, je sais même pas si j'ai mis les dernières VOD en ligne, mais il faut, je pense. Je sais pas s'il y en a qui ont des vieux iPhones. Donc, alors, vieux iPhone, ça va être vire. J'ai le SE deuxième génération. En théorie, c'était un 12. En pratique, il est en train de décéder, le frérot. Et vraiment, ça commence à devenir compliqué pour lui. Des fois, je lui demande d'écrire et il me dit non, j'ai pas envie. Chut. Je suis vraiment l'homme le moins doué du monde pour faire des stories. On va pas se mentir. Tac, normalement, ou good. Petit stream du coup aujourd'hui, bah, pas d'actu en NBA, hier soir ça n'a pas joué, on va parler un petit peu donc de ce in-season tournament, puis on va faire un petit tour rapide des actus. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de monde parce que si je débat tout seul ça va être un peu chiant, mais je voulais quand même un petit peu faire un comment, une review, un débrief de ce qui ressort de ce in-season tournament, de ce qu'il en a été. Qu'est-ce que les gens en ont pensé, ce que les gens ont apprécié, etc. On va tranquillement attendre peut-être qu'au moins une personne rejoigne le stream pour débattre. Mais pour l'instant, ça m'a pas l'air très bien parti. Sinon, bah, je vais donner mon avis. Ça va être un peu fleuve et un peu rapide, hein, mais tant pis, y a pas le choix. Je regarde également si on m'a répondu parce que j'ai problème de setup, mais non, personne ne veut me répondre. Personne ne veut. C'est pas grave. Retournons sur la scène principale. Pardon. Et discutons de ce in-season tournament.
je vais commencer par donner mon avis, parce que bah, de toute façon, il n'y a que moi, donc voilà. Je suis vraiment très satisfait de ce qu'a donné ce In-Season Tournament. Pas dès le début, mais en tout cas sur la fin. Et au final, avec du recul, si, peut-être un petit peu avec avec le début aussi. Je trouve qu'on a eu des matchs très intéressants quand il a s'agi d'équipes qui voulaient jouer le jeu. Typiquement, oui, les Chicago Bulls qui ont pris les matchs du In-Season Tournament pour des matchs de plus de saison régulière, c'était pas très intéressant. Alors que des équipes comme les Pacers ou les Lakers, où on sent que le In-Season Tournament a directement, dès le début, été pris au sérieux, c'est plutôt super sympa. Il y a clairement des points négatifs. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ça, voilà, super. Je voulais aller sur Instagram. Alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @Cobrisus. Afin de réagir un petit peu au post qu'a fait Trash Talk avec ce qu'ils ont aimé et ce qu'ils n'ont pas aimé de ce In-Season Tournament, parce que ça fait une bonne base de réaction. Et il y a des avis où je suis d'accord, il y a des avis où je suis pas du tout d'accord. Hop, c'est In-Season Tournament. Alors on va regarder, est-ce que je peux vous afficher ça correctement? Je sais, attendez, je vais vous agrandir ça, comme ça vous verrez plus de choses. Hop là. Ah oui, ça doit être les rognures qui sont pas bonnes. Comment je... Ah, je sais comment je vais dérouiller. Attends. Hop. On va rétrécir ça afin que ça rentre. Voilà. Un petit peu mieux, dis donc. Hop, un petit peu mieux déjà. Du coup, les In-Season Tournament, ce que Trash Talk a aimé, ce que Trash Talk n'a pas aimé. On va se baser là-dessus. J'ai regardé le post, mais je ne m'en souviens plus. Les plus, eux ils disent l'intensité des matchs est incroyable. Au début, j'étais pas fan du Season Tournament, mais désormais je le suis. C'est une phrase de Kevin Durant. Je suis assez d'accord avec ça. L'intensité des matchs était quand même assez folle. On a eu des très très beaux matchs, je pense, au l'excellent Pacers Hawks. Je pense du coup, aux Suns Lakers des quarts de finale, mais également le Bucks Pacers et même avant ça le Pacers Celtics. Effectivement, il y a eu des matchs avec une très belle intensité. Le Sacramento Pelicans aussi, qui était très sympa. En fait, c'est comme tout. Je pense que, comme ils le disent, ça a piqué certains joueurs dans l'esprit de compétition. Je pense qu'il y en a certains qui s'en foutent. Et je pense aussi qu'il y a une part non nulle des joueurs, qui à mon avis est peut-être même la majorité, qui regardait un petit peu de loin comment était pris ce In-Season Tournament au sérieux par certains, comment les fans réagissaient, ce que la NBA proposait, etc. Parce que comme il le dit, 500 000 $, typiquement pour un LeBron James, je n'ai aucun doute sur le fait que c'est ce qui l'a motivé, vu la taille du rat. Mais pour d'autres, alors pour les petits contrats de NBA, les two-way players, etc., bien évidemment que c'est de la motivation, mais certains ne sont pas sur le terrain, donc c'est... Ils ne jouent pas réellement pour gagner, pour leur gagne-pain. Eh, coucou à celui qui est arrivé. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à nous donner ton avis sur le in-season, ce que t'en as pensé, t'as apprécié, t'as pas apprécié, si tu sais ce que c'est ou non. Mais je disais, ouais, l'intensité des matchs, de toute manière, est beaucoup définie par les joueurs et comment ils... Enfin, l'envie qu'ont les joueurs, pardon. Et là-dessus, ouais, je pense que l'année prochaine, on aura encore un meilleur in-season. Parce que le fait que LeBron ait gagné cette année, le fait que les Pacers, qui sont une équipe qui réussit bien en ce début de saison régulière, mais qui pour moi va se lisser sur la fin de saison pour arriver aux alentours des places 6-7, à mon avis, dans la conférence Est en playoff. Voir une équipe jeune comme ça, et qui était d'ailleurs une des équipes avec le plus de contrats minimum, donc de contrats pour qui les 500 000 $ étaient vraiment quelque chose d'important.
ça va donner des idées. Et je pense aussi que, tout simplement, si on voit des Pacers qui, en fait, capitalisent sur ce début de saison, sur une season tournament, et que, sans parler d'une saison régulière qui devient incroyable et ils finissent deuxième de l'Est, pas du tout, parce qu'il en reste encore beaucoup d'équipes de l'Ouest à jouer et ça va être un vrai test de niveau aussi. Ça, on va en parler à la fin. Le côté capitaliser dessus en playoff, en mode, bah en fait, on a déjà eu des matchs à enjeu, et on sait que les joueurs le disent souvent. Tiens, d'ailleurs, c'est le deuxième point de Trash Talk, l'ambiance playoff, mais pour moi, plus que l'ambiance, le mode playoff que certaines équipes semblent avoir activé, je le trouve très intéressant. Moi, vraiment, typiquement, les Pacers et les Lakers vont répondre à, non pas une théorie, mais à une idée de ce que je me fais, de ce à quoi peut servir ce in-season tournament. C'est que si les Lakers et si les Pacers en playoff réussissent bien et où tu vois un groupe solide, un groupe soudé, parce que c'est allé loin au in-season tournament, ça a déjà eu quelques matchs à élimination directe, des vrais matchs à enjeu, et ben, si ça sert vraiment en playoff, alors on va voir le in-season prendre encore une autre dimension, je pense. L'ambiance playoff, clairement, en dehors de Vegas, c'était le cas. Parce que clairement, à Vegas, on s'est un peu fait chier. Ce qui est d'ailleurs peut-être un point de la NBA à travailler. C'est que, bon, je pense qu'ils garderont ce côté Final Four à Vegas. Alors, est-ce que, avec le temps, avec la pérennisation de ce tournoi, on va avoir des fans qui vont se regrouper à Vegas, qui vont venir bien plus, ou ça va pas être que des touristes et dédicace à la crieuse, à casser la tête à tout le monde, je pense, pendant la finale. Mais bon, c'est de l'ambiance aussi. Mais est-ce que on va avoir des fans qui vont venir petit à petit, ou alors est-ce que il n'y a pas qu'un intérêt à jouer la finale en dehors et laisser peut-être les demi-finales dans les arènes parce que ça joue un vrai rôle sur l'ambiance, sur le match, etc. Mais ça, là-dessus, ouais, c'était très très cool. Qu'est-ce que nous dit Trash Talk encore? Alors, bon, il nous montre des petits paniers. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Tyrese contre les Celtics. Ah, effectivement, bah, typiquement, je pense que cette image du banc d'Indiana qui explose, c'est aussi lié au fait que, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de minimum vets, il y a beaucoup de joueurs, pardon, pour qui c'est ultra important ces 500 000 dollars et ce gain potentiel. Même si eux n'ont gagné que 200 000 dollars puisqu'ils sont perdus en finale, c'est quand même 200 000 dollars. C'est-à-dire pour ceux qui prennent 1,3 million la saison, bah c'est une énorme part de votre salaire, c'est un sixième de votre salaire, quoi. Donc là-dessus, c'est vraiment très très cool. Et je pense que j'ai vu des critiques vis-à-vis de ça, et on en parlera juste après. On va continuer un petit peu le débrief. Mais je ne suis pas du tout pour supprimer le bonus pour les joueurs. Je pense qu'il faut être un petit peu hors réalité de ce qu'est la vie pour certains joueurs NBA et pas les super méga stars qui prennent des 60 millions la saison. Mais pour ce qui compose certainement 30 à 40% des effectifs de NBA, ou bah 500 000 dollars, bordel, c'est énorme. Même s'ils ils sont imposés. Et en fait, il y a ça aussi, je pense, qui est un peu oublié. C'est le fait que l'imposition sur certains salaires en fonction de l'état de la franchise dans laquelle vous jouez n'est pas la même. Et oui, il y a des mecs qui, de toute façon, globalement, ils sont tous bien payés, ils gagnent tous bien leur vie. Mais une carrière d'athlète, c'est très court. Et entre pouvoir net cumulé pour certains 200-300 000 et cumulé quasiment 500 000, bah vous faites le double en fait, tout simplement. Donc là-dessus, je suis vraiment pour, voire certainement pour le renforcer un petit peu si ça marche bien. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? L'importance de la différence de points. Adam Silver a voulu ajouter de la folie en tournant en faisant de la différence de points le deuxième critère pour départager deux équipes à égalité au terme de la phase de poule. Résultat, on a vu beaucoup de matchs où les deux équipes ont joué jusqu'au bout du bout, même quand le vainqueur perdant était déjà connu. Effectivement, mais alors là je me souviens du poste, je sais qu'ils en parlent aussi en points négatifs. La différence de points, c'est pas mal. Ça rajoute un certain enjeu.
Ça fait partie, pour moi, des points qui sont 50-50, c'est-à-dire que ça va paraître très intéressant jusqu'au jour où on a une star qui va se blesser en jouant le scoring sur un in-season tournament. Ça va être très fortement décrié. Mais ouais, je le vois ni comme un truc positif, ni comme un truc négatif, à vrai dire. Si, à la limite, je le trouve ça positif pour le côté de typiquement la situation du meilleur troisième à l'Est, où au dernier moment, tu te dis putain, en fait, c'est eux qui partent sur les quarts de finale. Et ça te prend un petit peu au dépourvu, je trouve ça un peu cool. Le Final Four à Las Vegas, quand on parle de Final Four, on pense tout de suite à la March Madness ou à l'Euroleague. Mais la NBA possède désormais aussi son F4. Et pas n'importe où à Las Vegas en attendant une nouvelle franchise à Sin City. Ouais, je suis pas d'accord avec ça. Moi, Las Vegas, ça me fait un peu chier. Comme je disais, c'est sympa, mais ça dépend comment l'ambiance va arriver dans la salle. Parce que je trouve qu'elle a pas été super dingue sur ce Final Four. Alors, je ne sais pas quelle autre ville des États-Unis, éventuellement peut-être faire un truc genre typiquement la franchise qui gagne accueille le Final Four. Et d'après, ça pourrait être là pour le coup très très fun, ça pourrait rajouter de la motivation pour certaines franchises dans le sens où vous gagnez une année, vous savez que l'année d'après vous jouez à domicile, bah vas-y les gars on y retourne, on fait le back-to-back. Et bon bah la troisième année voilà, mais ça peut être, ça pourrait être très marrant. Je pense que ça pourrait aussi, et c'est très con, mais si vous avez une situation où, mettons typiquement, on va prendre une franchise pas très grosse de NBA, on va, bah typiquement les Pacers. Bonne franchise, etc. J'ai peur de dire des bêtises, mais je pense pas que la ville et l'état d'Indiana aient accueilli de Final Four très récemment en March Madness. Et ben, ça peut aussi des fois permettre à certains coins des États-Unis d'avoir des événements importants, des événements qui sont des boosts aussi économiquement, des mises en avant et aussi de mettre des paillettes dans les yeux de tous les jeunes au travers du pays et de la ligue. Et là-dessus, je pense que ça pourrait être très intéressant, ouais. Moi, je serais vraiment pour un vainqueur qui accueille le Final Four l'année d'après. Ça pourrait être très 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 chouette. Qu'est-ce que ça nous montre d'autre? Ah bah c'est Vegas avec le panier. Ça c'est fun par contre. Ça c'est très cool d'avoir pu mettre un panier à cette hauteur-là, etc. C'est très très chouette. La musique est pas trop forte, attendez, je vais vous remonter un petit peu la musique, elle est toute douce là. Voilà. Les belles histoires qui s'écrivent. Alors, le magnifique parcours d'une équipe des Pacers, habituellement dans l'ombre. Tyrese Halliburton qui explose en international avant d'entrer son idole LeBron James. Le King qui continue de défier le temps. Bobby Portis qui gueule sur son coach. Jan Williamson qui se plante sur la grande scène. Voilà, autant de storylines qui ont accompagné. Et bah ça, on est d'accord. La NBA, de toute manière, fonctionne sur le storytelling. Et là-dessus, je suis vachement d'accord avec Trash Talk. Ça a donné un storytelling. Ça a donné du encore plus de substance à l'NBA pour raconter des choses, pour créer du drama. Utile, pas utile, c'est un autre débat. Je suis désolé pour ça. Mais j'ai trouvé ça effectivement très intéressant. Ça permet aussi, en plus des belles histoires, je trouve de peut-être déjà, et en amont pour certaines équipes, faire ressortir des points. Typiquement l'équipe des Bucks m'ont pointé du doigt le fait que Adrian Griffin a-t-il la main sur son groupe ou est-ce que vraiment on est sur un coach qui déjà après 1 mois et demi, 2 mois en place n'a plus le groupe en main et en fait c'est le bordel et s'il n'y a pas du changement très vite on va droit à l'échec et ça repose aussi des questions très rapides vis-à-vis de l'été. Est-ce qu'ils ont eu raison de licencier Mike Budenholzer? Mon avis perso c'est que les Bucks n'auraient jamais dû licencier Mike Budenholzer, et en plus avec ce qui se passait dans sa famille, etc. Mais non, c'est très intéressant. Effectivement, l'histoire de Tyrese, et j'espère qu'on va avoir cette espèce de format avec des petits poussets qui vont loin dans ce in-season tournament, parce que tout simplement, c'est fun. Je veux dire, si vous suivez même de très loin le foot en France, toutes les histoires de Coupe de France, de Chambéry, etc., qui vont en finale, c'est toujours très très chouette. Et c'est d'autant plus chouette en NBA, je trouve,
Surtout que cette année, on a les Pacers. Mais si l'année prochaine, les, les Rockets vont en finale de la même manière, ça va être encore plus chouette. Genre, si chaque année, on se retrouve avec vraiment un petit pousset, notre darling, parce que c'est clairement la darling du début de saison, les Pacers. Et si on se retrouve avec notre darling, qui en plus fait un beau parcours en season, sans parler de le gagner, mais qui le gagne ou qui perd, peu importe, c'est chouette, c'est du storytelling de plus. C'est parfois, pour certains front office, le tampon qui manque pour se dire hey, notre saison elle est réussie, notre groupe on capitalise dessus. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les Pacers, tu te dis pas vraiment typiquement, ça faisait 2 ans qu'on entendait oui, Buddy Hield, Miles Turner, c'est dans des rumeurs de trade. Aujourd'hui, je pense que la question ne se pose plus à Indiana, à moins de récupérer quelque chose qui t'améliore énormément. Aujourd'hui, tu n'as plus d'intérêt à transférer Turner et Hield. Parce qu'ils t'ont montré sur un tournoi avec des matchs à élimination directe qu'ils avaient de vrais rôles et qu'ils étaient importants dans ton équipe et dans sa réussite. Donc là-dessus, ouais. Les belles histoires, je suis totalement d'accord avec Trash Talk. La gueule de certains parquets. Ah bah alors ça, c'est le gros problème de la NBA. Et des fois des graphistes de la NBA. C'est que c'est typiquement des fausses bonnes idées. Et après, alors j'ai une question. Parce que j'aurais pas la réponse malheureusement. Mais je me pose une question, c'est est-ce que ce côté oui, les parquets sont moches, etc. C'est pas le rendu TV qui est juste très mauvais. Et oui, il faut y penser. Mais ça se trouve dans la salle, c'est très cool, c'est très chouette. Et au contraire, ça rapporte quelque chose. Parce que des dires d'Adam Silver récents, le délire du parquet un peu bleu-rouge là en finale, enfin en Final Four, il a l'air de vouloir le foutre en finale NBA. Son parquet bleu-rouge moche là. Je ne veux pas croire qu'ils n'entendent pas les critiques qui sont dites. Et je pense qu'il doit certainement y avoir un truc qui doit rendre bien mieux en vrai, qui doit rajouter à l'expérience spectateur. Est-ce que c'est le cas pour tous les parquets? Parce que typiquement, là ils mettent en illustration le parquet des Pelicans. Moi, ce parquet des Pelicans, si on me dit pas qu'on y joue un match de basket dessus, il est ni beau ni moche. Genre, je peux aimer certains effets dessus. J'aime bien le vert qui est utilisé, la couleur du vert, etc. Le parquet violet, c'est pas forcément inintéressant. Le seul truc, en fait, moi, que je trouve dommage, c'est pourquoi foutre toute cette bande en long. Coupez-moi cette bande au niveau de la raquette. Mettez-moi la raquette d'une certaine couleur. Laissez-moi le reste du parquet en violet et déjà, ce sera mieux. Donc, j'espère et je pense qu'on aura des améliorations pour les saisons à venir. Mais je suis pas d'accord et pas d'accord non plus avec les parquets. C'est-à-dire que oui, il y a un vrai axe d'amélioration. Et les maillots, pareil. Mais les maillots, j'ai du mal à cracher sur les maillots. Les maillots, c'est des maillots. Bon, les couleurs des équipes. Nike est connu pour faire des trucs bien, pour faire des trucs un peu catastrophiques des fois. Là-dessus, je pense qu'on peut pas y faire grand-chose et que ça dépend vraiment des designers Nike. Les parquets, c'est pareil, j'essaierai pas de me prononcer sur ça. Les excès liés à l'importance de la différence de points. J'en parlais tout à l'heure, ils en parlaient comme point positif du goal average. Effectivement, ça peut dénaturer le jeu et on n'a pas l'habitude en NBA de voir les équipes jouer les quarts de points. Maintenant, ça rajoute une dimension qu'il n'y a pas en NBA. Moi, en fait, l'intérêt, certes, il y a le côté si un joueur majeur se blesse, etc. Moi, le vrai point négatif, c'est que je trouve que ça encourage cette course à l'attaque qu'on a déjà en NBA. Et elle est sympa, cette course à l'attaque, mais elle sert à quoi si déjà on commence tous à se plaindre qu'il y a de plus en plus de matchs à 120, 130 points. Les Pacers mettent 126 points de moyenne. Désolé pour le bruit. C'est bien sympa, mais effectivement, cette course à l'attaque peut être limitée. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à trouver? Je ne sais pas et je ne pense pas sans dénaturer le jeu.
Maintenant, je pense qu'on devrait peut-être avoir un goal average qui devrait être aussi géré différemment de la part des équipes. Je pense que le souci, il est aussi que actuellement, on a un style de jeu en NBA énormément tourné vers l'attaque, où effectivement les coachs et les joueurs vont peut-être avoir plus tendance à réfléchir en mode ok, il nous faut 32 points d'écart, et ben il faut qu'on mette plus de paniers, plutôt que réfléchir en disant ok, il nous faut 32 points d'écart, les gars, on verrouille défensivement, et en attaque, ça va aller tout seul. Genre, typiquement, Boston, le match contre les Bulls, alors je crois qu'ils prennent moins de 100 points, mais tu dois aussi pouvoir te dire, hé les gars, ça nous servira en playoff. Là, on fait tout un match où défensivement, on lock, on défonce tout en attaque. Jalen, Jason vont s'occuper des choses, ça va couler tout seul, mais on lock défensivement pour aussi voir si on est capable, là, sur un match, d'éteindre un adversaire en attaque en vue des playoffs. Je pense que c'est aussi que le problème, on le regarde pas correctement du côté des équipes. Et après, oui, effectivement, tu garderas certainement tes stars pour conserver l'écart. Mais ça fait partie du jeu aussi. Je veux dire, est-ce que un joueur, s'il doit se blesser dans le quatrième quart-temps ou s'il se blesse dans le premier, tu vas dire oui, il aurait pu sortir avant? Bah oui, mais tu dis pas quand on apprend que les mecs se blessent alors qu'ils ont déjà une petite douleur à un endroit. Tu dis pas, genre, bah typiquement, KD quand il se blesse en finale contre les Raptors, alors qu'il est déjà diminué dans les playoffs avant, il y avait déjà eu ce débat de se dire ouais, ça sert à quoi de le faire jouer, on a pris le risque, ils ont blessé leur joueur, etc. Bah ouais, mais malheureusement, ça fait partie du jeu. Les blessures font partie du jeu et de la carrière d'un athlète. C'est, on le souhaite à personne, mais c'est la fatalité, ça fait partie des choses. La programmation des demi-finales, on n'a pas compris pourquoi la première demi-finale Pacers-Bucks s'est jouée à 14h heure locale. Et ben ça les gars, la NBA l'a expliqué. C'est tout simplement pour permettre aux fans grecs de pouvoir voir Giannis jouer. Et la NBA en a parlé récemment. Eh, on est deux, il y a deux spectateurs. Bonjour à vous. Comment ils vont? N'hésitez pas, donnez votre avis pour une season tournament dans le chat. Allez-y, faites-vous plaisir. Ouais, la NBA du coup a mis ce match pour permettre aux fans grecs de pouvoir regarder. Je pense qu'il y avait aussi le fait de gérer deux matchs dans la même salle et qu'il faut évacuer tout le monde pour faire re-rentrer tout le monde, revérifier des billets, etc. Éviter qu'il y ait des soucis, des petits malins qui grattent la sécurité, etc. La NBL l'a annoncé aussi pour Victor et pour nous, fans français. Ils veulent mettre plus de matchs à heure européenne et à heure française, donc certainement 22h en France, ce qui ferait du 14h à San Antonio quand ils sont à domicile, pour permettre aux fans français de voir Victor. La NBA y réfléchit, Adam Silver l'a clairement dit, elle se doit d'y réfléchir, c'est une ligue mondiale avec énormément de fans en Europe et également énormément de fans en Asie. Mais va falloir s'y habituer. Et là-dessus, je sais pas pour... Genre... Ouais, le 14h heure locale, ouais, la salle du coup, comme ils disent, est qu'à moitié au moment, remplie au moment du coup d'envoi, soit, mais les fans américains ont aussi le droit d'être à l'heure et c'est pas nouveau que les fans américains aient être à l'heure, ça fait 14. Hein. Regardez n'importe quel match, reprise de mi-temps, jusque milieu, fin du troisième quart, dans la plupart des salles, il y a la moitié de la salle qui est vide encore. Parce que les mecs sont partis acheter à bouffer, etc. Genre c'est aussi l'environnement, tout le merch, enfin le business qu'il y a dans les salles NBA qui fait que les fans sont pas à l'heure non plus. Et je pense que le fait d'ailleurs d'être à Vegas n'aide pas. C'est très con. Et quand un match est à 14h et que vous vous êtes couché à 8h du matin, ah bah c'est relou, ça fait que 4 heures de sommeil avant de se lever pour aller au match. Il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être Vegas tout simplement. Est-ce que si on avait mis ce match à 14h, je sais pas, à Milwaukee, est-ce qu'on n'aurait pas eu, ou à Indiana, est-ce qu'on n'aurait pas eu une salle bien plus remplie? Est-ce que le lieu n'est pas plutôt plus préjudiciable que l'horaire? Surtout que moi je trouve que c'est très bon pour la NBA d'essayer de se mettre aux horaires européens, de faire en sorte que les pays de ces superstars européennes puissent voir leurs ressortissants stars jouer.
Là-dessus, je suis pas du tout en accord. La programmation, pour moi, elle est très bonne au contraire. Continuons un petit peu. Hop. Alors, je vais recadrer tout ça parce que du coup, entre Insta et Twitter, ça ne donnait pas la même chose. Hop là. Je voulais réagir à ce tweet de Celtics France parce qu'il fait un petit récap, un petit débat sur le In-Season Tournament et ses enjeux. Et je suis globalement d'accord avec lui, mais je voulais qu'on en réagisse et à approfondir sur certains points. Alors, parlons un peu plus sérieusement du In-Season... Pardon, je me rote dessus. Parlons un peu plus sérieusement du In-Season Tournament et de ses enjeux, parce que je vois beaucoup de personnes rire de la célébration des Lakers pour la victoire du tournoi, pardon. Ça triste que la réaction de certains soit ainsi, car ça prouve une fois de plus qu'une grande majorité de la commune n'a jamais joué au basket de leur vie, et ça enlève énormément de légitimité aux avis basket de certains malheureusement. Je ne suis pas d'accord. Pour ceux qui ont joué en jeune, vous savez ce que c'est de vivre un tournoi où qui a lieu tous les ans au même endroit et avec les mêmes clubs et ramener une coupe à la fin. Moi, sous mes yeux, je vois des joueurs anciens, LeBron, AD, alors AD ancien, il a 30 ans, qui revivent des vibes de l'époque high school et March Madness, car oui, la March Madness est, comme la NBA Cup, un tournoi à élimination directe, ainsi que des jeunes comme Burton qui continuent à vivre ce genre de moment encore récent pour eux. De là de ça, comment la NBA pourrait donner de l'importance à ce nouveau trophée sans faire en sorte que les équipes le considèrent tel quel? Tout simplement impossible. Je trouve ça très très bien dit. Et je suis globalement d'accord avec ce qui est dit, je veux juste revenir sur certains points. Déjà, le fait qu'une grande partie de la commune n'ait jamais joué au basket, ça ne change rien. Que tu aies joué au basket, que tu aies joué au foot, que tu aies joué au volley, au handball, au cricket, au hockey sur gazon, je pense que si tu connais l'ambiance tournoi et l'énergie d'un tournoi, tu es capable de comprendre ce que c'est juste de vouloir gagner. Je veux dire, on l'a tous fait. Que vous ayez été dans des équipes plus fortes, des équipes plus dominantes, moins dominantes, peu importe le sport, un tournoi, quand tu y vas, tu veux le gagner. Tu y vas pour l'américain à midi et pour le gagner. Mais merde, j'ai mis un gros coup dans mon micro. Je suis assez d'accord sur le fait que le côté vibes de high school et March Madness, et je trouve ça très justement pointé du doigt. Notamment, un LeBron qui n'a pas vécu de March Madness, je pense que ça a été sa March Madness à lui un peu, dans le sens où il y a le Final Four, etc. Et c'est aussi pour ça, en plus des 500 000 $, qu'il voulait certainement le gagner. Parce que tout simplement, il pouvait, pour une fois, vivre la tension des matchs à élimination directe. Et là-dessus, vraiment, je rejoins totalement Celtics France. Comment on pourrait donner de l'importance à ce nouveau trophée? Un trophée, pour moi, il n'a d'importance que en fonction de comment il est vu par les joueurs en premier et par les fans ensuite. Parce que je pense que les joueurs créent la première légitimité d'un trophée. C'est-à-dire que si demain les joueurs décident qu'en fait le MVP c'est de la merde et nous joueurs on s'en fout, c'est aucune reconnaissance, plus personne ne va commencer à accorder d'intérêt au MVP et on le verra comme un trophée basta. Typiquement, ce qui se passe un petit peu actuellement avec le Larry Bird Trophy et le Magic Johnson Trophy pour les MVP de finale de conférence à l'Est et à l'Ouest en playoff. Pour l'instant, on n'en parle pas et on s'en branle parce que les joueurs donnaient aucune légitimité à ce trophée. Pour ce qui est de la NBA Cup, je pense qu'avoir LeBron, qui est le premier vainqueur et le premier MVP de la NBA Cup, ça aide énormément. Parce que c'est LeBron James, que pour une génération, c'est certainement leur joueur préféré, leur GOAT. Ça joue, ça aide. Je pense que ça aurait été exactement le même effet. Et je me demande même si ça n'aurait pas été décuplé si les Pacers et Haliburton avaient remporté ces trophées. Parce qu'il y aurait eu ce côté de « Eh, regardez les gars, en fait, c'est peut-être un peu le tournoi aussi des jeunes pousses pour démontrer qui est le meilleur. » Et c'est pour ça que je suis vraiment impatient de la seconde édition du In-Season Tournament. Parce que je veux voir comment il a évolué dans la tête des joueurs, dans la tête des coachs et dans la tête des fans. Là, c'était nouveau. Donc on ne sait pas comment se positionner.
c'est compréhensible. Mais il va falloir prendre position. Je pense qu'on pourra réellement faire un état des lieux du In-Season Tournament dans 2 ans, quand la 3e édition sera finie. De la même manière que pour le play-in, je pense que c'est au bout de 3 ans, donc en 2022, on a vraiment acté le fait que, ok, c'est cool, c'est trop bien. Et cette année a encore renforcé ça. Parce qu'au début, le play-in était énormément critiqué aussi. En mode, un peu les mêmes arguments finalement de oui, si un joueur se blesse en play-in, oui, mais du coup, pourquoi tu te casses les couilles toute une saison, etc. En fait, c'est rajouter de l'enjeu parce que la NBA est une ligue de stats, une ligue de data, une ligue de gens très intelligents, payés très cher parce que ce sont les meilleurs dans leur domaine et peu importe le domaine. Et qu'au bout d'un moment, tu finis par comprendre comment ça fonctionne, comment arriver au bout et que le seul but c'était les playoffs. Et là, dès le début de saison, ça rebat un peu tes cartes. Ça permet aussi à tes cerveaux dans les franchises de réfléchir à ok, comment on se sert de ce In-Season Tournament pour construire un groupe en vue des playoffs, pour mettre en lumière certaines failles dans notre groupe, certaines failles dans notre jeu, certaines failles dans plein de choses. Et là-dessus, moi, c'est pour ça que je le trouve très intéressant et que de mon côté, le In-Season Tournament est adopté à 100%. Surtout quand tu vois l'affrontement, l'opposition de style entre les Lakers et les Pacers en finale, c'est encore plus cool parce que les Lakers ont fait quelque chose qui aurait été impossible d'imaginer sur une série. Vous regardez cette finale, seulement 2 tirs à 3 points rentrés. Je sais pas, j'ai pas été chercher la stat, mais je sais pas ça fait combien de temps en NBA qu'on avait eu un match où seulement 2 tirs à 3 points avaient été rentrés. Là, les Lakers peuvent se permettre de se dire putain, c'est con, mais si demain on est en game 7 de série de playoffs et qu'on n'a pas d'adresse à 3 points, en fait, les gars, on ne baisse pas les bras, on est capable de proposer un basket qui peut nous faire gagner le match parce qu'on l'a déjà fait. Et c'est con, mais je trouve que ça amène des dynamiques ultra intéressantes, de nouvelles dynamiques, de nouvelles manières de voir le jeu, de voir comment la saison peut se produire, d'aborder les playoffs. Et là-dessus, je trouve ça chouette. De voir un mec comme lui, Tyrese Haliburton, sortir ces stats-là, se révéler aux yeux du monde entier, même si vous êtes un vrai fan de NBA, vous savez que Tyrese, depuis le début, il faut le suivre. Et l'année dernière, c'était pareil, mais je vais prendre mon exemple. Tyrese, j'aimais beaucoup. L'année dernière, je disais, ok, c'est intéressant, mais il a été beaucoup blessé, on va voir. C'est aussi un mec dans une équipe pas ouf, etc. Ce In-Season Tournament, c'est la plateforme parfaite pour ce genre de joueur pour rayonner. Il y a des choses qu'on ne prend pas forcément en compte, mais Indiana, cette saison, hors In-Season Tournament, n'avait que 2 matchs en antenne nationale. Ça veut dire que le plouc américain, et c'était Logdin qui en parlait, et il en parlait très justement, le plouc américain lambda ne va quasiment jamais voir jouer Tyrese Haliburton et ne va pas pouvoir mesurer la qualité de ce joueur-là et à quel point il est fort. Nous, on a de la chance en Europe et en France parce que comme on a un œil un peu plus extérieur sur la NBA, on a souvent plus de facilité à... En fait, on n'a pas d'automatisme sur regarder la télé en international, donc souvent, tu as un affect, tu vas regarder ou tu suis des comptes sur Twitter, etc. Et vous avez des médias excellents comme Trash Talk et la First Team, ou 50 nuances de basket, Step Back, etc., qui, tout simplement, font un travail généraliste et pas essayent de parler de toutes les franchises. Donc on a un peu ce côté-là. Mais pour les Américains, c'est une plateforme très intéressante pour être connu au sein de leur propre pays. Et voir un mec comme lui envoyer ces stats-là, c'est hallucinant. C'est une ligne de stats de fou furieux. C'est un mec qui a joué tout le tournoi avec le sourire, qui a éclaté des équipes qu'il n'éclaterait pas sur une série de playoffs, mais là il les éclate sur un match, les Celtics et les Bucks typiquement. Et c'est chouette, ça permet à un groupe de construire de la confiance, ça permet certainement de construire des amitiés, des histoires humaines. Pour Tyrese, ça va certainement lui permettre de capitaliser dessus pour continuer à faire une excellente saison.
et aller au All-Star Game. Il l'a déjà été, mais continuer à y aller. Cimenter sa place dans les All-Stars à l'Est. Et se dire peut-être, effectivement, là, est-ce que le meilleur meneur de l'Est, c'est pas moi? Parce que, alors je viens de dire ça, je trouve que je vais me faire dégommer, mais je veux dire, aujourd'hui, il peut, avec son in Tournament, dire, bah en fait, les gars, est-ce que je suis pas le meilleur meneur de l'Est? Parce que regardez mes stats au bout d'un moment. 26,7 points, 13,3 passes décisives, 52-42%. C'est des stats. Oh mon salaud, faut les sortir. Et c'est super chouette de voir ça. Moi là-dessus, ça fait partie des belles choses et des belles histoires que j'aime sur ce In-Season Tournament avec LeBron James. Typiquement, le match de la finale, le match d'Anthony Davis, est-ce qu'il ne sert pas à Anthony Davis pour capitaliser là-dessus? On en parlera. Moi, j'ai toute une théorie sur les Lakers que je ne vais pas spoiler maintenant, mais qu'on abordera dans un épisode de Backdoor spécial qui sortira normalement à Noël ou au Nouvel An. Moi, je trouve que c'est aussi un bon moyen en tant qu'observateur pour voir des choses chez certains joueurs pardon, et chez certaines équipes. Voilà un petit peu pour mon point, ma review du In-Season Tournament. Personne n'est venu débattre avec moi, c'est dommage. Mais j'ai essayé d'avoir un avis un petit peu construit, un petit peu clair. Nous allons parler un petit peu de NBA au global. Monsieur Bradley Beal. Oh, Baptiste. Ouais, Baptiste, il arrive pile au bon moment. Tiens, on va en parler après. Dis-moi, mon ref, mon bat. Qu'as-tu pensé de ce petit in-season tournament? Déjà, oui, champion, mon frère, effectivement. Les Lakers sont gagnés. Et, et d'ailleurs, je suis assez content que ce soit les deux équipes qui aient pris le tournoi le plus au sérieux qui soient allées en finale et que les Lakers les gagnaient. Parce que les deux équipes arrivent avec un 6-0. Je pense que ce sera peut-être pas toujours le cas à l'avenir. Mais je suis content que ça ait été le cas, en tout cas sur la première saison, parce que ça montre qu'il faut quand même le prendre avec une certaine importance. Mon bat, si tu m'entends, je te laisse me donner ton avis sur le in-season pendant que je refais une petite pub à notre magnifique podcast, l'épisode du Bison, qui est sorti hier à 15h. N'hésitez pas, retrouvez-le sur vos plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict et plein d'autres dont je ne me souviens plus. Vous avez tous les liens en bio. Les parquets sont hideux. Oui, mais c'est pas un avis constructif, les parquets sont hideux. Mais vous avez tous les liens de Backdoor en bio. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram et sur TikTok, sur Twitter également. Même si on n'est pas du tout actif sur Twitter. Mais en tout cas, Instagram et TikTok, ce sera déjà cool. Il a kiffé le bat, le In-Season Tournament. Il a trouvé ça fun. Ce que je disais un petit peu, moi je trouve que bien aimer l'ambiance des salles, l'intensité de joueur, eh bah on est assez d'accord. Moi je trouve que c'est chouette. Je réagissais notamment à ce tweet de Celtics France où il parle du fait que bah, l'enjeu pour les joueurs, il est notamment lié au côté et puis les Lakers sont gagnés, donc c'est petit peu top. Petit peu top. Mais ouais, le côté en fait tournoi à l'ancienne. Trop bien les pattes d'ours. Tournoi à l'ancienne où bah tu veux gagner parce qu'il y a l'américain à midi et ce soir tu veux rentrer avec une médaille à la maison quoi. Mais non, bah, j'ai déjà exprimé mon avis donc je vais pas faire une redite. Mais j'étais curieux de savoir le tien. Hormis le fait que les Lakers aient gagné, que l'intensité des joueurs c'était bien, tu n'en ressens rien d'autre. Les belles histoires, Tyrese Haliburton. Parce que toi, finalement, Baptiste, tu as été royal sur ce tournoi. Puisque tu avais ton chouchou à l'Est qui cartonnait tout le monde, et ton équipe favorite qui cartonnait tout le monde à l'Ouest. Donc finalement, toi, tu t'es rassasié, tu as mangé sur ce In-Season Tournament. Bah écoute, j'ai adoré cette finale. Bah oui, tu m'étonnes.
Les finales étaient très très cool. Sauf la meuf qui criait au premier rang. Fallait l'éloigner du micro. J'en pouvais plus. J'ai bien mangé. Oh, il est repu. Non, ce que je disais, moi, ce que je trouvais d'assez intéressant, c'est que typiquement, j'en parlais, je pense, avant que tu arrives, je sais pas si tu m'as entendu, mais je disais, les Lakers, cette finale gagnée où tu ne tires, où tu ne rentres que 2 tirs à 3 points, alors tu les rentres au meilleur moment, parce que tu les rentres à la fin, te montre aussi que si demain tu as un game set à jouer ou un match important à jouer avec une élimination, que ce soit du win or go dans les deux sens, bah tu peux t'en sortir même si ton adresse n'est pas là et qu'il faut pas lâcher. Alors c'était une équipe des Pacers qui était certainement pas armée comme il fallait pour défendre sur Anthony Davis, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé que ça donnait de très belles perspectives notamment pour les Lakers. Et comme je disais, je ne vais pas spoiler mes arguments, mais sache Baptiste, et soyez au courant tout le monde, je ne sais pas comment le dire, sur ce live, moi j'ai une grosse théorie sur les Lakers pour la fin de saison. J'ai une très grosse théorie. Et tu vas me détester parce que tu vas dire que je vous porte l'œil. Mais j'ai une très grosse théorie et vous retrouverez ça dans l'œil providentiel à l'ouest qui sortira à un moment donné entre le 24 ou le 31 décembre. Mais non, le in-season c'était kiffant. Personnellement, j'ai adoré. On va parler de news un peu plus globales, sauf si tu réactes un petit peu dans le chat, Bat. Mais on va partir un petit peu sur d'autres choses. Je parlais, avant que tu arrives et qu'on reparte vite fait de Incident Tournament, de Bradley Beal, qui devrait du coup être de retour mardi. Mais bon, enfin du coup demain. Mais du coup KD serait absent. Donc on ne verra toujours pas le Big Three ensemble. Mais je suis assez content que Bradley Beal revienne. Curieux de voir comment Bradley Beal va revenir, parce que moi je vais pas me mentir. Bradley Beal, au tout début de saison, quand je pensais encore qu'il allait pouvoir jouer dès le début de saison et impacter dès le début de saison, j'y croyais énormément. Et j'y crois d'ailleurs toujours énormément. Moi, c'est un joueur que j'adore. Je pense que c'est la meilleure troisième star que tu puisses avoir autour de Booker et de Durant, notamment lié au fait que quand Bill était la seconde option derrière John Wall, moi je trouve qu'il était parfait. J'ai des très bons souvenirs de lui à Washington. Et j'ai très hâte de le voir aux côtés de Booker et aux côtés de KD. À la base, je pensais que c'était lui qui jouerait meneur dans ce système d'Essence. Visiblement, on va mettre Devin Booker qui est plus désigné pour jouer meneur. Mais il va faire beaucoup de bien parce que c'est un mec qui n'a pas spécialement besoin d'avoir beaucoup la balle en main pour être efficace. Et non, je suis très curieux de revoir cet ami Bradley. Très bon défenseur également. Et je serais même pas surpris que les Suns puissent se dire tiens, en fait, Bradley, quand le Big Three sera là, on va vraiment laisser l'équipe à Bradley Beal quand on repose Booker et KD, parce que je trouve que le dynamique duo Booker-KD fonctionne du feu de Dieu. Que je pense que KD, même s'il est sur une saison magnifique, si tu veux le préserver, éviter les blessures, lui garder du jus pour la fin d'année, tu dois éviter de le laisser tout seul sur le terrain avec toutes les responsabilités et à décanter les choses en attaque. Surtout que les Suns ont un basket en attaque que j'ai du mal à comprendre où il n'y a pas vraiment de système. C'est beaucoup de main à main, d'écran, de pick and roll et tout. Mais il n'y a pas de système dessiné pour de la ressortie de shooter, etc. Et je pense que KD là-dessus n'est pas fait pour ça. Donc je pense que KD Booker, tu les gardes associés quand ils sont sur le terrain. Et que Bill, tu n'hésites pas à le laisser tout seul. Parce que je pense qu'il est aussi des fois capable de dynamiter lui tout seul une attaque pour continuer à te garder dans un match, etc. C'est pas un boulet défensivement en plus. Non, je suis très très curieux du retour de Bradley Beal. J'espère qu'il va vraiment revenir à 100%.
Et alors, argument pas du tout basket et objectif, Bradley Beal est pour moi l'un des joueurs avec le plus de flow de NBA. Regardez-moi ça. Je trouve le flow de cet individu exceptionnel. Les tatouages, la belle gueule, la dégaine. Je le trouve trop stylé, Bradley Beal. Et je trouve que ce maillot de Phoenix lui va trop bien. Qu'est-ce qu'il nous a mis comme chaussures Des Jordan, certainement, mais elles ne sont pas très belles. À revoir les chaussures pour la photo, Bradley. Voilà. Mais je voulais un petit peu donc parler du retour de Bradley Beal. Je voulais parler d'autre chose. La guerre chez les guards à l'Est pour le All-Star Game. 2 titulaires, 2 remplaçants, mais 6 places. Bat, si tu m'écoutes, c'est quoi ton classement? Je suis assez curieux d'avoir le tien. Parce que pour moi, il n'y a aucun monde où Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander ne sont pas titulaires. Déjà, pour moi, il n'y a aucun débat possible. Ces deux-là sont titulaires chez les guards à l'Ouest. Il va y avoir le vote des fans. Ce sera peut-être pas le cas. Mais vraiment, pour l'instant, pour moi, vous avez Luka, Shai en guard titulaire. Edwards et Booker en guard remplaçant. Je laisse du coup Fox et Curry de côté. Et en vrai, je mettrais Fox en 5, Curry en 6. Parce que Curry va certainement avoir les votes des fans. Donc je pense qu'il y sera quoi qu'il arrive malheureusement. Enfin je dis malheureusement mais pour moi c'est pas justifié. Parce que Curry fait certes une bonne saison individuelle, mais collectivement c'est très compliqué les Warriors. Luka et Shai sont 2 des 4 candidats MVP au titre de MVP cette saison. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de contest là-dessus. Edwards est le meneur, le leader de la meilleure équipe de l'Ouest, certainement de NBA, mais je dis peut-être une bêtise. Booker n'a pas joué assez de matchs, mais Devin Booker depuis ce début de saison, et je trouve astronomique, ahurissant, je ne sais pas comment le décrire. À la limite, le quatrième qui pourrait sauter, c'est Booker. C'est-à-dire que j'entendrais que certains mettent Fox à la place de Booker, même Curry à la place de Booker. Mais, pour moi, c'est dans cet ordre-là, pour les guards à l'ouest, Luka, Shai, et en vrai je mets Luka devant Shai, mais pour moi c'est des 1 à égalité. Edwards, Booker ou Fox, et Curry en dernier. Et en vrai ça me fait chier de mettre Steph Curry en dernier. Mais sur cette saison, eh bah, Papy se fait dépasser par les jeunes pousses. Voilà, t'as 36 ans, Steph, c'est... Elles sont loin, elle est loin la saison 2015, elle est bientôt il y a 10 ans la saison 2015 de Steph Curry, merde. Oh, j'étais au collège quand on a découvert Steph Curry exploser. Enfin, quand on a vu Steph Curry exploser. Oh, je viens de prendre un coup dans la gueule là. Oh. J'étais au collège quand Steph Curry l'a explosé aux yeux du monde entier. Putain. Mais voilà un petit peu moi pour mon classement des guards. Non, je pense que Bat a le stream en fond mais doit être en train de travailler ou de manger. Donc il nous donnera peut-être pas son classement maintenant. Tant pis. Mais voilà un petit peu pour mon classement des guards à l'Est au All-Star Game. Continuons. Petite news, la délocalisation du Thunder. Je vais vous lire tout ce papier. C'est l'enjeu du vote qui va avoir lieu à Oklahoma City mardi. Mais votez pourquoi? Pour que la ville et les habitants prennent en charge la majorité des coûts de construction d'une nouvelle salle via l'augmentation des taxes à la consommation de 1% pendant 6 ans. Dans la même enceinte depuis 2008 et la délocalisation des Sonics vers OKC, l'actuel Paycom Center apparaît comme une salle modeste de NBA. Et c'est 900 millions de dollars qu'il faudra dépenser pour l'édification d'une nouvelle salle. Le propriétaire dit qu'il investirait 50 millions de dollars. Gros rat. Et c'est donc quasiment 95% du financement qui sera à la charge du contribuable. À titre de comparaison, la population de Sacramento avait participé à hauteur de 49% à la construction du Golden One Center. La ville avait déjà accepté de financer 70 millions de dollars via son programme Oklahoma City Metropolitan Area Project, destiné à moderniser et développer les infrastructures et le cadre de vie de la municipalité,
Mais là, c'est 780 millions de dollars de plus qu'il faudrait rajouter pour un total de 850 millions de dollars à la charge de la population. Et salut Titou! Comment tu vas? J'espère que tu te régales. Alors que là, on va... Tiens, petit cours d'économie du sport. Si le vote est positif, la franchise devrait rester à Oklahoma City pour les 25 prochaines années et la salle ouvrira en 2029. Sinon, l'actionnariat pourrait rechercher d'autres investisseurs, voire vendre la franchise. Un économiste rappelle que le financement public moyen des stades est de 40 à 50% actuellement, c'est donc un effort considérable que demande Clay Bennett à la population, un propriétaire pourtant originaire de l'Oklahoma. Une pression que certains habitants ont du mal à digérer, ces gens ont gagné près de 2,7 milliards de dollars depuis leur rachat, et ils vont nous dire qu'ils n'ont pas les moyens de construire un stade à 1 milliard, a dit un agent immobilier local. Bon, ça va nickel, Titouan. On va parler d'une news d'économie du sport qui fait plaisir. Hein. Avec toutes les rumeurs de Las Vegas, avec l'expansion en ligne de mire de la NBA, avec un peu d'efforts des actionnaires, la ville de Oklahoma City va devoir se montrer investie pour conserver la seule franchise de sport professionnel majeure qui a connu l'État. C'est un bourbier. Mais pour essayer de faire simple, et typiquement de faire en sorte que quelqu'un qui n'est peut-être pas familier avec la NBA et comment sont construites les salles, qui est Titouan, en gros, euh, Oklahoma City, la franchise de l'Oklahoma City Thunder dans la ville de l'Oklahoma, est une franchise qui a pu naître car l'ancienne franchise, son ancien nom, qui était les Seattle Supersonics, donc qui était dans la ville de Seattle, la salle devenait trop vieille, trop vétuste, et ça ne satisfaisait pas la ligue et les actionnaires. La ville de Seattle ne voulait pas mettre la main au panier et faire payer ses concitoyens pour rénover la salle. Du coup, les Sonics, qui étaient l'une des franchises iconiques, phares des années 90 de la NBA, en 2008, ciao mon pote, et direction l'Oklahoma. Oklahoma très content, comme c'était dit dedans, jamais eu de franchise majeure de sport US. État où c'est pas grand chose. Pas de. Franchement, hormis Oklahoma City, je sais pas ce qui se passe dans l'Oklahoma. Bref, il se passe pas grand chose dans l'Oklahoma. Et là, d'un coup, il y a le Thunder qui arrive. Le Thunder, franchise qui devient très rapidement une place importante et une place iconique de NBA au début des années 2010 parce que de très très bons jeunes qui deviennent des superstars de NBA. Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden. Franchise qui, alors qu'elle n'a que 3 ans sur le papier, va en finale NBA en 2012 grâce à ces jeunes. Gros rayonnement, gros gain de fans et même à l'international parce qu'en France, c'est l'une des franchises certainement les plus appréciées et les plus suivies, le Thunder. Gros passage dans les années 2010, des grosses histoires, le départ de ton joueur star Kevin Durant, l'explosion de Russell Westbrook, puis on reconstruit tout. Et là aujourd'hui, l'une des jeunes équipes de NBA les plus fans, finalement, pour te faire une comparaison foot, le Thunder, c'est un peu l'Ajax d'Amsterdam, en mode l'Ajax, l'année où il cartonne un peu tout le monde en LDC avec De Ligt, De Jong, je crois, etc. Genre, c'est en gros une franchise qui est connue parce qu'ils ont un general manager qui est un détecteur à pépites. Je pense qu'à 300 milliards de kilomètres, il détecte la pépite, Sam Presti. Et du coup, ils ont beaucoup de pépites, ils ont souvent de très très bons jeunes, et du coup, ils sont assez hypants, etc. Et c'est le cas actuellement, ils sont très hypants, ils ont une très belle équipe, et ils sont très bien classés en NBA. Là, du coup, la question c'est la salle, parce qu'une salle NBA, ce n'est pas qu'un endroit où on vient jouer au basket, c'est aussi un endroit où tu peux manger, faire du business, acheter des trucs, etc. C'est tout un... Comment dire ça? Tout un marché économique à part entière, presque, les salles NBA. Et du coup, il faut reconstruire. Et là, on demande aux contribuables de payer. Et franchement, c'est assez honteux. Comme il le précise dans son tweet, et il est très complet. Merci beaucoup à 50 nuances de NBA. D'habitude, t'es de l'ordre de 40 à 50%.
Ce qui est assez logique parce que ça permet à ta ville de rayonner et c'est un véritable rayonnement économique, une franchise NBA et globalement une franchise de sport US. Là, clairement, vous avez un rat maximum qui veut mettre 50 millions seulement. Alors il défendra certainement son idée en disant oui, je ne suis pas vraiment milliardaire, c'est un actif, j'ai pas beaucoup d'argent liquide. Ça dirait d'aller se faire foutre déjà. Tu es milliardaire, mon pote. Mais c'est une situation un peu bâtarde. Parce que c'est un petit peu, bah écoutez, Oklahoma, vous avez quand même profité de l'impact économique de la salle. Euh, vous avez profité de l'impact économique de la franchise du Thunder. Vous avez pas d'autre équipe. Si on se casse, vous avez que vos yeux pour pleurer. Parce que, il va venir faire quoi dans l'Oklahoma? Parce qu'autant Seattle, à l'époque, ils ont toujours une équipe de foot US et ils ont une équipe de football aussi, de soccer. Mais là, oui, l'Oklahoma est pas grand-chose. Il y a la fac d'Oklahoma, qui est assez cool. Mais c'est compliqué. Donc le propriétaire est un peu en train de mettre le couteau sous la gorge à la ville et aux citoyens. Et c'est une situation qui, à mon avis, va faire beaucoup parler. Je trouverais ça, à titre personnel, très dommageable que le Thunder quitte Oklahoma City. Tant c'est devenu une place si forte de NBA en à peine 20 ans d'existence. Et moi, la situation qui me fait chier, c'est surtout que les citoyens soient obligés de payer pour ça. Ce serait sympa, mais je pense que ça n'arrivera jamais que la NBA vienne un peu mettre un coup de pression à, au proprio du Thunder en disant bon, vous êtes bien mignons, mais le but c'est qu'on s'expande, c'est pas de délocaliser les franchises. Bon, ça c'est certainement du rêve parce que je pense que comme c'est de la gestion privée, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà un peu la situation. Il y a un gros couteau parce que comme c'est dit aussi, il y a 25 ans potentiellement où économiquement pour une ville tu te projettes différemment. Et ça va être une grosse question. D'où ce vote de mardi. Très curieux de voir ce que ça va donner. Je m'attends à ce que la ville soit contre la prise en charge. Parce que je pense que les citoyens de l'Oklahoma n'ont certainement pas envie de payer pour ça. Mais on pourrait avoir autre chose. Affaire à suivre. Je pense que si jamais la ville vote contre, je dirais avant la fin de saison, on a une idée d'où Oklahoma déménage. Parce que je pense pas que le mec dise oui, on reste à Oklahoma. À voir comment ça se passe. Voilà un petit peu pour cette news économie du sport qui régale. Continuons avec les débuts de Bronny James. Ouh, le son c'est trop fort. Le fils du King, et pas d'Elvis Presley bien évidemment. Non, le fils de LeBron James. LeBron James Junior, parce qu'il devait certainement pas avoir d'idée de comment il allait l'appeler à l'époque. Qui a fait ses grands débuts avec USC, les Trojans, donc fac de Californie du Sud. On rappelle qu'il n'avait pas pu commencer la saison car il a été victime en juillet dernier d'une attaque cardiaque, ou d'un arrêt cardiaque même, je crois. Ça avait fait beaucoup de bruit, parce qu'on se disait, oh putain, qu'est-ce qu'il arrive à Bronny. Ça avait bien évidemment amené tant de suppositions et de connards qui te disent oui, c'est le vaccin, oui, c'est la preuve qu'il prend déjà des trucs. Et comme d'habitude, ces gens qui disent oui, ils prennent des trucs, tu vois, avant de qu'est-ce qu'il prend? Des stéroïdes. Frérot, si t'es suffisamment con pour croire que des stéroïdes, c'est utile dans le cadre du basket, c'est vraiment que tu n'y connais rien en dopage. C'est utile, mais c'est pas le plus utile, crois-moi. Mais du coup,
Début de Bronny James. Ce 3 points se contre. Je n'ai pas été regarder les stats du match. Enfin, je les ai regardés, mais je ne les ai plus en tête. Wouhou, c'est fort. Mais en tout cas, le début, enfin, personnellement, je vais suivre ça très très fort. Parce que... Hop, Bronny James, stats, USC. Je vais suivre ça très très fort parce que bah, c'est le fils du King. Et que tout simplement... Bah, je sais pas quoi dire. En fait, c'est le fils de LeBron James. Merde. Je crois que ça suffit. Il est très suivi depuis des années. Même si, personnellement, je pense que c'est Brice, le deuxième, qui est le réel phénomène de la famille. Et qui, lui, sera celui qui certainement ira concurrencer son père sur les records, etc. Mais c'est très intéressant. Je pense qu'il y avait énormément de pression sur les épaules de Bronny James à ce moment-là. Il a fini donc à 4 points, 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre en 17 minutes. Ce qui ne sont des stats pas dégueulasses. Parce que en 17 minutes de jeu, pour de l'université, Bronny James est un meneur, arrière. Il fait à peine 2 mètres, je crois, ou tout petit peu au-dessus des 2 mètres. Et en tout cas, qui n'est pas physiquement le bœuf qu'est son père. Mais on va suivre ça de très près pour Bronny James. Et je pense que ça m'étonnerait qu'il fasse une suffisamment bonne saison pour espérer être drafté cette année. Je peux me tromper. Je pense qu'il fera au moins 2 ans en université. À voir, bien évidemment. Ça se trouve, je dis ça, et le prochain match, il explose tout. Mais non, très curieux. Surtout qu'on sait que LeBron a hâte de jouer avec Fiston. La question c'est, est-ce que Fiston a le niveau et est-ce que Fiston a l'envie pour aller en NBA? Après, quand on sait qu'il a dit clairement que l'équipe qui drafterait Bronny aurait le papa dans la foulée, ça doit aider. Comme je le rappelle, moi j'attends surtout Brice James qui va faire kiffer. En parlant d'espoir, Monsieur Zachary Rizaché, qui, dans un duel entre Bourg-en-Bresse, pardon, et Cholet, donc un duel entre 2 espoirs français, qui seront certainement l'autre hippique à la prochaine draft, à savoir lui et Monsieur Tidiane Salone, a été très bon. Zachary Rizaché, de très gros moves, à 3 points toujours majoritairement. Mais non, non, il est très serein. En fait, moi, il y a quelque chose qui me surprend énormément dans le jeu de Zachary. C'est déjà le calme et la sérénité avec laquelle il semble jouer. Il est excellemment bon au tir extérieur. C'était un mec ultra régulier pour son âge. Et c'est assez fou. Typiquement, si on le compare à Tidiane, c'est pas le même poste, mais Tidiane et encore un petit peu, tu le sens, jeune et beaucoup plus diamant brut à polir. Zachary, il a énormément de progression, mais je pense que dans 10 ans, en NBA, il aura toujours des similitudes entre son jeu actuel et son jeu dans le futur. C'est-à-dire, je gère très bien mes émotions. Je suis très adroit dans mon tir. Je suis capable de comprendre le jeu et de surtout comment je vais dire ça. Il a déjà ce sens du rythme et du feeling du match, je trouve. Il y a dans ce match-là des actions où il est capable de prendre le ballon, de faire un dribble, de prendre son 3, de le mettre. Et putain, en fait, c'était exactement ce qu'il fallait faire maintenant pour soit garder le momentum du match, soit le faire basculer complètement du côté de la JL. Donc ça, je trouve ça très très cool. Et là où Tidiane, je trouve, est beaucoup plus demandant de son équipe et de comment joue son équipe. Match, comme c'est écrit là, qui était énormément suivi par les scouts.
on avait une trentaine de scouts NBA avec la présence de quelques GM aussi. Parce que bah voilà, ce sont deux gros prochains choix. On a Alexandre Sarr, qui est lui du côté de la Nouvelle-Zélande, qui est annoncé top 3. Zachary est annoncé top 5, voire top 3. Et Tidiane est annoncé top 15. Et honnêtement, je serais pas surpris si on a 3 Français draftés dans le top 10 à la prochaine draft. Avec Alexandre en 1 ou 2 en fonction de la saison d'Isaiah Collier, je crois, le coéquipier de Bronny James, qui est un peu la grosse star. Moi, Zachary, j'ai un rêve. Et d'ailleurs, j'ai un rêve un peu. Ça marche un peu avec n'importe quel Français, mais j'aimerais beaucoup, et alors notamment Zachary parce que c'est un poste extérieur, voir un Français être drafté avec Victor aux Spurs et qui ait une French connection. Alors, avoir deux tours jumelles en mode Alexandre Sarr, Victor Wembanyama à l'intérieur, ce serait incroyable. En mode Duncan Robinson, French team, ça ferait kiffer. Moins de chances pour le coup, je pense, que ça arrive. Mais ou Zachary, sinon, j'aimerais beaucoup aussi. Ça va être très très intéressant et très fortement à suivre sur cette fin de saison. Je pense essayer de faire le nécessaire d'ailleurs pour aller voir un match soit de Zachary, soit de Tidjane avant la fin de l'année. Voilà un petit peu pour les actus et le In-Season Tournament. Je vais aller faire une pause pipi et je vais voir si je continue le live ou si on arrête là. Je ne sais pas encore ce que je fais. A tout de suite. Et de retour pour vous jouer un mauvais tour. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on arrête maintenant ou est-ce qu'on va se react 2-3 trucs vite fait? Qui pourraient être très rigolo. Genre typiquement un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps, mais react un petit peu des compiles de district. Parce que pas de NBA et pas de grand chose à parler. Je veux juste voir si je vais sur YouTube. Est-ce que ça va tourner à 3 FPS pour vous ou est-ce que ça va aller? Et ça, j'en sais pas grand chose. Donc, je vais me mettre un retour écran sur mon autre Mac. Ah, il n'y a plus de batterie. Oh, très belle question ça. Arrête pas, s'il te plaît. Oh, Luc! Comment il va, le Luc? Allez, go district. Écoutez, si ça bug pas, on fait du district. Je vous laisse me dire si vous allez tourner à 3 FPS ou pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? React. Bah non, pas React. Putain, je suis ivre mort, moi. Best of Cult Basket. Mais je crois qu'on les avait tous regardés, les Best of Cult Basket. Il me semble que ouais, on les avait tous regardés. Ah, tant mieux, si ça va bien, Mouloucho. On a regardé, on a tout regardé. Mais surtout, alors, est-ce que la question que je me pose, c'est le son. J'espère que vous allez avoir du son, surtout. On va voir si ça réussit. Sinon, j'essaye de voir vite fait comment faire pour que ça fonctionne. On va ça. Tiens, on va mettre ça en test. On va voir si
Le... Alors, attendez, je vais essayer de vous régler ça vite fait. C'est du direct. J'ai l'impression que ça tourne à 3 FPS pour vous, dites-moi. Dites-moi un petit peu si c'est fluide ou si c'est vraiment très compliqué là actuellement. Et aussi si vous avez le son accessoirement. Parce que le son, c'est quand même vachement sympa. Et vous savez quoi? On va mettre 0 partout. Hop là. Terminé. Alors. On va se mettre ça. Oh, on va se mettre pas ça ici. Déjà, on va vous recentrer ça. Pas de son. Putain, il a pas de son. Attendez, le volume est faible. Dites-moi si en montant le volume, il n'y a pas de son non plus. Et les FPS, dites-moi comment ça se trouve surtout. Est-ce que vous continuez à rien voir du tout ou pas? Pas de son. Mais les FPS tiennent. Bon, déjà les FPS tiennent. Ça, c'est déjà ça. Donc au pire, on va essayer autre chose tout de suite. Tac. Tac. Window capture. Pas encore de son. Fuck. Alors attendez, j'essaie un truc vite fait. Est-ce que là, vous avez déjà un peu plus de son et toujours des FPS? Ou toujours pas? Oh là, oh là, oh là. En tout cas, mon ordi a vraiment beaucoup de mal avec ce qui est en train de se passer. Hein. Du son ou pas, mes loulous, dites-moi. Essayez de regarder, attendez. Je vous demande, mais je pourrais aussi mettre Twitch sur mon téléphone pour regarder. Hop. Eh, vous avez pas l'air d'avoir de son. Mais FPS bien. Putain, ils ont pas de son. Ça, c'est chiant, ça. Ah, pas de son, putain. Comment j'ai fait déjà? J'avais trouvé une solution la dernière fois. C'était de faire de la capture d'écran, je crois. C'est pas ça? Screen capture, si. Mais alors, je crois que ça va. Waouh! Je crois que ça vous screen pas du tout la bonne chose. Ok, bon alors. On va faire ça comme ça. Pas grave. Là. Ah oui, mais non, en fait, il screen capture tout le temps la même chose, putain. Oh purée, j'arrive pas à m'en sortir. Oh purée de pommes de terre. J'espère que vous appréciez voir votre grosse gueule. Le gros chat là. Ah purée. Je vais pas réussir à m'en sortir. Après, sinon, il y aura juste pas de son, mais c'est chiant quoi le pas de son. On va laisser tomber, ça ne donne rien de bon. Repartons sur la base parce que là, l'ordi il est en train de me faire des dingueries. Je vais essayer de régler ça plus tard. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à vous filer du son. C'est un truc de fou furieux, ça m'emmerde. Je ne sais pas. Ouais, après, c'est vrai qu'en vrai, sinon, sans son, ça peut le faire. Je peux essayer de me débrouiller. C'est de la compile React. Il n'y a pas beaucoup de son. En soi, ça devrait pouvoir le faire, effectivement. On va essayer d'ouvrir quelque chose. Et on va se faire de la compile React sans son. Vous aurez juste le son de ma voix. J'ai l'impression que la musique ne marche plus non plus d'ailleurs. Est-ce qu'elle est toujours là la musique? Non, elle est plus là la musique. Pourquoi il n'y a plus la musique? Eh oh, musique! Musique, musique! Musique de fond!
Ah bah voilà, j'ai désactivé le lire en boucle. Il y aura un peu de musique de fond au moins là. Et puis bah on va se faire du... Alors là, vous avez pas le son. Mais là, il y a mon ordinateur. Il est à deux doigts de s'envoler direction la lune. Ah, ça ventile, hein. Ça souffle, hein. Moi, je vous le dis, hein. Bon, du coup, on va se mettre quelques petits reacts de Best of Cult qui régale de foot. Parce que on pourrait aller react un petit peu de NBA, mais j'ai peur de me faire dégommer par les droits d'auteur. Donc on va rester sur des trucs un peu amateurs, un peu rigolos. Allez. Régalons-nous. Il faut vraiment que je gère ce souci de son. J'espère que vous n'allez pas avoir 3 FPS. Surtout, je vais surveiller ça de mon côté. Parce que si vous avez 3 FPS, ça va vite être chiant. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Je réessaye de paramétrer ça après. Et j'ai l'impression que vous avez un peu 3 FPS aussi de votre côté, non? Ça m'a l'air, en tout cas, moi, sur mon retour, ça m'a l'air assez compliqué ce qui se passe. Et je pense que c'est notamment lié à l'ordi qui souffre. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il souffre autant. N'hésitez pas à me dire comment vous le sentez. Sinon, on s'arrêtera là. Oh, on aurait pu aller se faire du résumé. Tiens, on aurait pu se proposer. Ah, le foot en district, la clope à la mi-temps. Ah non, c'est un échauffement. Ah oui, super. Ah, la régalade. Ouais, là, c'est assez lent. Ouais, bah tant pis, je pense que ça va pas passer. Là, je pense que mon... Ouais, non, là, laissez... Je suis désolé, mais je vais devoir arrêter ici, je pense. Ça me fait chier. Bon, on va peut-être pas arrêter ici. On va continuer à discuter. Mais non, mais là, je pense que c'est tout simplement mon ordinateur. Parce que là, au bruit qu'il fait, il y a un truc qui lui plaît pas. Et je sais pas ce qui lui plaît pas, mais... Il a pas apprécié que je mette un deuxième écran dessus, je crois. Et ah, il se désabonne. Non, te désabonne pas, Luc, s'il te plaît. Reste là, reste avec nous. Sois sympa. Parce que là, soit il arrive à se relancer, mais je sens que c'est très très compliqué pour lui. Je trouve déjà un petit peu moins. Bannez-moi ça, les modos. Parce que bande-moi ça, c'est pas la même chose. Hein. Attention, Titouan, hein. Oui, oui. Rattrape-toi, attention, hein. Fais gaffe. On t'a à l'œil. Putain, fait chier parce que j'aurais bien regardé. On aurait bien regardé 2-3 petites compiles de 2-3 choses. Et j'aurais bien notamment été regarder des compiles du fils de LeBron au cas où, pourquoi pas. Monsieur Brice James. Mais si ça déconne comme ça va être compliqué. Moi qui vais me faire kick. Ouais, tu t'es fait ban, mais j'ai fait une faute de frappe. J'ai fait une faute de frappe, ça va pas pardonner, on m'a ban. On va réessayer avec celle-ci. Vous n'aurez pas le son, c'est pas grave. Mais si vous avez l'image et qu'elle est au moins à peu près en bonne qualité... Waouh. Ah oui, c'est complexe là. C'est vraiment complexe. Est-ce que si je baisse la qualité de lecture, on va se mettre en 360p, à l'ancienne, on est retour en 2010. Oh non. Oh, j'avais oublié comment c'était moche le 360p. Est-ce que ça va être un peu moins flou? Qu'est-ce que me dit mon ordinateur? Ouais, mon ordinateur me dit le lag est présent, mon frérot, arrête. Attendez. Ouais, non, là, il y a vraiment peu de FPS, je ne sais pas pourquoi. Ouais, non, c'est pas... C'est pas du tout fluide, ça ne me va pas. On va essayer sur l'autre... Se mettre sur l'autre truc. Voir si
Oh là, ouais, j'avais oublié ça, moi. Ah, on est sur la galère, hein, je suis désolé. 4 spectateurs. Ouah, il y a 4 personnes qui contemplent la galère de ma vie. Alors. Capture d'écran. Ajouter une source. Envoie-nous en raid chez quelqu'un sinon. Oh oui, vous allez raid quelqu'un là? À 4 là? Le régal. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Mon ordinateur qui est en panique. Il ne sait plus ce qui se passe. J'ai l'impression que ça peut être un peu mieux comme ça. Alors, attendez. Mettons ça. Ouais, non, en grand écran, ça va pas être terrible. Faut que j'essaye de me faire haute dimension. L'ordi n'apprécie pas du tout ce qui se passe, j'ai l'impression. Vraiment navré. Mais on va finir par s'en sortir, je vous le promets. Allez hop, on va s'en sortir comme ça, tant pis. Est-ce que... Vous n'aurez pas le son. Est-ce que déjà l'image... Ouah, l'image ça a l'air complexe encore alors qu'il n'y a rien d'autre en module. Je pense que l'ordi est souffle, est fatigué. Faites voir ça, je regarde sur le retour de stream comment ça se passe pour vous. Bon, ça va à peu près, ça va un peu mieux on va dire. Vous avez pas de son, mais ça va un petit peu mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça le fait à peu près. Vous aurez pas de son, je suis désolé. Je vais vous mettre du son en fond. Et je vais aussi remettre ma caméra accessoirement parce que là, ça va pas du tout. Franchement, ça passe. Bon, bah déjà, si ça passe un peu mieux... Je ne... Alors, bon, ils ne veulent plus que j'apparaisse. Passe. C'est correct, bon. Si déjà c'est correct, on va pouvoir réact 2-3 trucs. Je voulais qu'on regarde ça. Je sais que vous n'êtes pas forcément des grands connaisseurs de basket, Titouan et Luc. Mais l'individu dont on va regarder les highlights là, le numéro 10, c'est le deuxième fils de LeBron, dont on parlait juste avant. Donc il y a LeBron James Jr. et lui c'est Brice Maximus James. De toute façon, je comprends pas au basket. Comme ça. Non, je voulais qu'on parle un petit peu de Brice. Même si vous n'y comprenez rien, vous allez peut-être pouvoir comprendre à peu près ce que je dis. Monsieur Brice Maximus James, donc, est un enfant qui doit être né en 2008-2009 et qui, pour moi, est la vraie relève de son daron, dans le sens où c'est un shooter naturel pour l'instant. En tout cas, ça l'a toujours été, donc c'est quelqu'un qui est de nature très adroit au shoot. Et c'est aussi un... Bon, il n'y a vraiment pas que les highlights de Bruce, ça me saoule. Vraiment les highlights de toute son équipe, là. J'en ai un peu rien à foutre des autres joueurs de Sierra Canon, on va pas se mentir. Mais du coup, je disais, Brice James et le fils de LeBron, le deuxième. Et il est plutôt très très intéressant. Parce que là, il commence à avoir ses poussées de croissance. Il commence à montrer le fait que, bah, en fait, il est déjà aussi grand que papa, je crois. Il a déjà fait 2,03, 2,05. Et avec un shoot beaucoup plus naturel. Donc moi, je garde beaucoup d'œil. Ta gueule la pub, merci. Moi, je garde un gros œil dessus parce que je pense que vraiment, il va avoir une explosion. Et qu'à un moment donné, on va vraiment en parler. On le voit là sur alors c'est du high school, hein, donc faut bien comprendre que là vous avez des gamins qui ont 16 ans qui jouent contre des gamins qui en ont 11. Donc des fois il y a des vrais écarts. Bon là c'est des camps d'été. Donc t'as souvent un peu moins d'écart qui sont en termes d'âge physique et technique. Mais moi je veux surtout qu'on se focus sur Breeze, donc là le numéro 5. Je le trouve vraiment très très intéressant. Un jeu à l'extérieur assez fou. Un physique qui continue de se développer et on voit qu'il a encore de la marge à mettre. Donc ça date de cet été.
Il a grandi déjà pendant l'été. Je pense que tu regardes les highlights entre le début et la fin de l'été, il fait plus la même taille. Et on sent, je trouve, qu'il n'a pas encore fini de grandir et que ça laisse présager de sacrées choses. Il n'y a pas de traces pour l'instant de puberté, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé à pousser de poils, de moustaches, de choses comme ça. Donc potentiellement encore une croissance à venir. Il a des épaules très fines, donc s'il n'a pas commencé à s'élargir, c'est qu'il doit encore monter. Et en fait, quand on voit le physique du père, se mettre vite fait, est-ce que si je mets LeBron James next to Brice, regardez, là c'est papa et fiston. Affiche-moi l'image! Merde! Oh putain, il me l'a affiché l'autre bout. Frérot, t'abuses. Remets-moi papa avec fiston. C'est puce. Attendez. Voilà, regardez. Je vais me décaler moi. Et vous allez pouvoir comparer papa avec fiston. Papa, c'est LeBron James. Ça date de quand ça? Ça doit dater d'il y a cet été ou un peu avant peut-être. 2m03, 06 en fonction des sources. Pour aujourd'hui, je pense 105, 110 kilos. Et à côté, Brice, 14, 15 ans dans ces eaux-là. Qui est déjà pas très loin de la taille de papa. C'est-à-dire qu'il doit y avoir peut-être encore 10 cm d'écart grand maximum. Donc Brice James doit certainement être déjà à 1m95. Donc on peut espérer le voir finir aux alentours des 2 mètres, 2m05. Bien moins large d'épaule, mais comme je disais, ce qui est utile pour le basket, un bien meilleur shooter naturel que son père. Je pense que déjà, juste s'il développait le physique de son père, il pourrait être considéré comme un futur top 10 de draft. Pour vous expliquer les gars, en fait, chaque année, la draft, donc c'est 2 tours, 30 choix, puisqu'il y a 30 franchises. Chaque franchise a en théorie un choix, mais peut l'échanger, etc. Et c'est le moment où les jeunes qui sont encore sur le parcours universitaire ou en international et qui ont moins de 23 ans peuvent être draftés. Techniquement, j'ai 23 ans, je ne peux plus être drafté. Vanne fermée. Ça fonctionne, en fait, où les 14 premiers choix sont définis par une loterie. Vraiment, c'est le loto. Il y a des boules, il y a des chances, et vous êtes tiré en fonction de votre bilan de l'année d'avant. Vous avez plus ou moins de boules pour certains choix, notamment les tout premiers choix. En fait, l'idée, c'est que les moins bonnes équipes récupèrent les meilleurs jeunes pour redevenir des bonnes équipes et qu'il y ait un cycle naturel qui se crée. Quand on parle de top 10, top 15 de draft, on parle vraiment des joueurs qui présentent le plus gros potentiel, parce qu'en NBA, tu draftes au potentiel, qui représentent le plus gros potentiel à venir sur les 10-15 années. Donc souvent des joueurs qu'on va qualifier de diamants, qui restent à polir. Donc l'année dernière, vous aviez Victor Wembanyama, le français, plus grand prospect de tous les temps. Voilà, et en fait, vous avez un Comet de 2m24 qui joue déjà bien au basket. Tu te dis, mais s'il progresse, le frérot, qu'est-ce que ça devient? Voilà un petit peu. Et donc, Brice James, je pense que si il développait uniquement le physique de son père, vu comment, juste athlétiquement, LeBron est un alien bien trop éloigné du commun des mortels, ça suffirait à faire bander beaucoup d'équipes NBA. En plus de ça, le point faible naturel de LeBron, ça a, même si c'est plus trop le cas, toujours été son tir extérieur, son adresse, etc. Vous avez, comme je disais, du coup, Brice, qui est regardez, là, on voit, il y a les 3. Alors, il est encore plus petit, visiblement, sur cet angle que Bronny. Et encore, quoique Bronny a l'air d'être vraiment plus petit. Et comparé à papa, il fait vraiment petit. Je sais pas de quand ça date, ça. Mais c'est très très intéressant à suivre parce que
si il a le physique de LeBron, il aura certainement le QI basket de son père, parce que j'imagine que papa doit distiller 2-3 conseils à la maison, j'ose espérer. Et que en plus de ça, bah, vous rajoutez la faille de LeBron James, on va dire le tir extérieur, qui est corrigé. Bon, bah là, ça va terroriser la NBA pendant encore 20 ans. Du coup, voilà pourquoi je voulais un petit peu en parler. Comme je disais tout à l'heure, on a... regardez, là, on voit les trois. Et on voit en fait que Bronny, donc c'est lui, c'est LeBron James Jr., est déjà physiquement formé. Et que lui, il fait encore gamin tout jeune qui demande qu'à être développé. Et regardez-moi ces grandes pattes, bordel! Si vous comparez à Bronny qui est bien plus tanké, et même LeBron qui est assez équilibré, lui a vraiment de très grandes jambes. Je sais pas si on va voir. Ah, regardez, là on voit qu'il est déjà plus grand que son frère. LeBron James Jr., je crois que Bronny James, je crois que c'est 1m96. 8. Ouais, 1m91 actuellement. Je pense que Brice James, ça doit déjà être 2 mètres facile. Ah bah ils veulent pas me donner la taille de Brice James. 1m93. C'est déjà potentiellement plus grand. 90 kg, donc c'est 82 kg, pardon. C'est très maigre, il a 16 ans seulement. Il a 16 ans. Savoir que c'est souvent à cet âge-là que les joueurs prennent le plus de taille. C'est souvent l'été des 16 ans. Donc voilà, bah, typiquement, regardez, LeBron James, 2m06, donc il est à 13 cm encore de papa. Ce qui n'est pas du tout impossible à envisager comme gain de taille, dirons-nous. Et en plus, quand il va commencer à se tanker, on voit Sierra Canyon, donc ça doit dater de l'année dernière. Voilà, le jeune homme n'est pas pubère encore, il a encore à grandir. Et c'est très très intéressant. Voilà pourquoi je voulais parler de Brice James et qu'on regarde un petit peu comment il est fort au jeu du basketball. Continuons un petit peu à kiffer et à regarder ça. Je le trouve vraiment très très intéressant. Il attaque vraiment très bien le panier. C'est encore une fois des jeunes, mais athlétique, visiblement, comme papa. Du flex, comme papa. Oh là, il y avait totalement retour en zone, mais c'est pas grave. Et déjà, ouais, un très bon toucher, un très bon sens du jeu. Un flow que je trouve colossal avec les lunettes. Et non, je suis vraiment à fond derrière le projet Brice James, parce que s'il continue à bien se développer, je pense que ce gamin peut être celui qui dépassera son père. S'il a la génétique de son père et qu'en plus de ça, il a un tir à l'extérieur naturel, waouh. Waouh, 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 waouh. Ça va devenir très compliqué et on va avoir une famille qui aura régné pendant 50 piges sur la NBA quasiment. Mais voilà un petit peu pour le kiff. Son tir est très très propre en fait. On parle de mécanique au basket de tir. C'est la manière dont vous armez votre ballon et dont vous lâchez votre ballon. Et il y a des exemples de mécanique de tir. Wow, la difficulté dans le tir. Allez, je vais essayer de faire une pause au bon moment. Typiquement, une bonne mécanique de tir au basket, c'est un coude qui reste dans l'axe, des doigts qui suivent le ballon et qui finissent par donner la direction au ballon, et ce qu'on appelle un release point, un point de lâcher qui est très haut. Je vais essayer de faire une pause au bon moment. Tu vas essayer de le prendre. Regardez, hop. Déjà, la forme de base. Alors là, on peut dire, oui, bon, il est légèrement en avant, il mériterait d'être plus droit, mais vous avez un coude et un poignet qui ont tout ce qu'il faut pour faire kiffer n'importe quel scout NBA, c'est-à-dire c'est à 90. Regardez ça. Quand là, il est bien armé, franchement, c'est déjà très très propre. Le coude, mériterait d'être légèrement plus haut. Mais c'est déjà très propre et vous avez une finition qui est déjà très intéressante parce que
Vous avez un haut release point. Alors regardez, il lâche... Ouais, il lâche pas si bas que ça. Je pensais qu'il lâchait plus haut que ça. Ouais, vous avez un release point qui doit être vers là, à peu près. Des mains qui suivent très bien le ballon. Franchement, c'est très beau, c'est très académique. Déjà, une très belle courbe de tir. Voilà pourquoi je pense que c'est lui qui va finir par dépasser papa. Parce que s'il a le physique de papa, il a des qualités que papa n'a pas. Et ça va être très très violent. Le fils du King. Putain, merde, le fils du King. Et, ah bah super, ma caméra a été décalée. Pas volontaire ça. Alors mon ordinateur est en pleine galère. Mais voilà un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut se react et se regarder vite fait? Un petit peu de react foot là pour finir? Avant que j'aille manger, parce que c'est pas que je commence à avoir faim, mais je commence à avoir faim. Donc on se fait un petit peu de best of cult. Allez, regardons ce que ça dit. Vous n'aurez pas de son, j'en suis navré. J'essaierai d'améliorer ça rapidement. Aïe, 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 aïe. Titouan, on attend tes remarques d'analyste expert du football. C'est quoi cette action? Oh le poteau. Ah le mec qui a raté son penalty a mis un poteau derrière. Ou alors on peut se mettre derrière... Oh attendez, non. On va regarder un sport où ça se met des pralines. Du rugby. Best of rugby. Surtout que j'aime bien les sports où je comprends rien. Le rugby je comprends pas grand chose. Et mais par contre je sais que c'est souvent très drôle. Alors, par contre la qualité... si elle pouvait être un peu meilleure, ça nous dérangerait pas. Du 720p c'est trop demandé? Est-ce qu'en 720p il y a tellement de lag que mon ordi décale? J'ai l'impression que ça va à peu près. Magnifique. En vrai, ça fait très finition football américain. Hein. Est-ce que ça va en termes de FPS ou pas? Mais alors ça, c'est de la finition. Hein. Putain. Alors ça, c'est... Lui, il a fait football américain, lui, dans sa jeunesse. Hein. C'est pas possible. Bosso... Oh, l'arbitre, il s'est fait fumer. Attendez. Quoi? Attendez, mais il y a un arbitre... Regardez cette... Oh. Ah ouais, il a esquivé. Je pensais vraiment qu'il se faisait balayer par le joueur. Le plus gros raté de l'histoire. Oh non, 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 non. Je vais poser le ballon avant. Oh là là, le guignol. Oh là 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 là. Ah, j'espère que tu te fais fouetter le cul par des serviettes à la fin dans le vestiaire. Hein. Quand tu rates ça, oui, oui, ça va. Bon, tant mieux. T'as le droit de me dire que c'est de la merde, hein, Titouan, si tu veux. Hein. Donc Camille Lopez, Lac, la soigneuse écossaise. Oh, du quoi? Oh, le taquet! Oh, le rugby. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais déjà, j'ai jamais compris comment il faisait pour lever le mec comme ça. Mais alors, putain, c'est fort. Oh, comme au football US. Oh! Monstrueux. Trop fort. Ah, trop fort, hein. Oh, le petit saut de haie, là. Ça se voit dans sa jeunesse, il a fait de l'athlétisme, lui, hein. Allez, oh, le poteau. Oh, le poteau, 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 poteau. Et ça ressort, allez. Ça vaut, je sais pas si ça compte les... si ça tape le poteau et que ça rentre, ça compte, on est d'accord. Parce que bon, là, le frérot, il a vraiment pas la chance, hein. Mais pourquoi pas. Team Visser. Il a Visser qui, Team? C'est un dealer, Team? Attends, quoi? J'ai rien compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le délire, là? Ah, ça a rebondi dans le truc et ça lui est revenu entre les cuisses. Ah oui, très fort. Et il nous faudrait Rivenzi, là, pour nous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, voilà. Ah, je comprends rien. J'ai l'impression qu'il y avait un mec à poil, mais c'est juste qu'il y a eu un plaquage très haut, c'est quoi? Explique-moi ce qui se passe, là. Je comprends pas ce qui se passe. Oui, ça compte si ça tape le poteau. Eh B, mais je comprends pas. C'est quoi, c'est qu'il s'est fait plaquer au cou, c'est ça le bordel? Ouais, bah ouais, j'imagine. Où il y a le coup de tête, je comprends pas trop. Caramel
Et de Bastaro. C'est quoi? Ouf! C'est ça un caramel? Ouais, c'est... Faut être gainé, hein. Oh, sinon, tu vomis la compote de 14 heures, hein. Oh là là. Oh, les 10 kilos des mecs, sérieux, pour plaquer comme ça. Ils ratent l'immanquable. Oh, aïe, 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 aïe. Bah, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, finalement. Hein. C'est là tu t'en veux, hein, finalement. Et par contre, monsieur, pourquoi avoir mis un cache-cou sur votre tête? Expliquez-moi. Oh là, ah ouais, il y a aussi des mots au football, ce garçon. C'est totalement fou. C'est-à-dire... Il a... Attendez, il a mis un... Il y a même une vidéo où le gars loupe la transformation, un joueur adverse est tellement heureux qu'il reprend de voler et le fait passer entre les poteaux en mode CSC. Ah oui! Ah oui, il est fort, ce type. J'espère qu'on le verra, lui. Et là, il a mis un windmill, quoi, le gars. Genre, il a mis un moulin à vent. C'est du basket, ça, monsieur. Vous êtes Vince Carter, je vous reconnais. Moi, j'ai envie qu'on aille se mater. Eh, vas-y, tu sais quoi, j'ai 2 spectateurs. Ils vont pas commencer à me péter les couilles pour les droits d'auteur. Personne va voir ça. J'ai envie d'aller regarder une compile de dunk. J'ai envie d'aller mater une petite compile de dunk, là, vite fait, avant d'aller manger. Les meilleurs dunks de la saison 2021-2022. Top 100 dunk of the decade. Est-ce qu'on va se regarder? Ah, du golden. Oups, tiens, comme ça, c'est pas la NBA directement qu'elle est droit. Je vais essayer de redécaler ma caméra si j'y arrive. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Vous me dites toujours pour les FPS, mais j'espère que ça va le faire. Pas de son. Bon, je vais essayer de le mettre, mais je pense que vous aurez pas de son, à mon avis. Oh, Ja Morant. Petite anecdote pour vous, messieurs, qui ne suivez pas la NBA. Sachez que ce joueur, donc, qui a écopé de 25 matchs de suspension, alors qu'il en avait déjà écopé de 8 au préalable, pourquoi? Parce qu'il a tout simplement montré des guns en live Instagram. La première vidéo, Ja Morant était dans un strip club, où on le voyait faire le malin à se mettre un gun comme ça le long de la joue. 8 matchs de suspension. Voilà. Second fait, il est en live Instagram encore, c'est son pote. Il est en voiture, son pote veut le montrer. Oh, il est avec un gun, son pote, demi-seconde de réaction, tac. Il re-switch sur lui, c'est trop tard, 25 matchs de suspension. Donc là, il revient le 16 décembre. Ja Morant qui est un joueur un petit peu important puisque c'est la star des Grizzlies. C'est un joueur très très hypant, très très dynamitant. Et oh, LeBron James, on en parlait quand il était jeune. Oh, là, pour les qualités athlétiques de LeBron, putain. Oh, Kobe. Oh, Kobe sur Dwight Howard. Oh, ce dunk. Ah, c'est pour ça que j'aime bien le basket aussi. Les dunks au basket, c'est si... Ah, c'est tellement agressif. En fait, c'est souvent des contacts en l'air. Et pour un sport qui est pas connu pour être un sport de contact, enfin par la majorité des gens, c'est si spectaculaire. Genre ça, voilà. Mais les qualités athlétiques que ça demande. Oh, Young Blake Griffin. Ça, c'est Vince Carter, typiquement. Le meilleur dunker de tous les temps. Du windmill, tiens, du moulin à vent, j'en parlais juste avant. Tiens, LeBron James encore. Allez, mange mes couilles. C'est ça qu'on aime. Moi, c'est ça que j'aime, c'est quand il y a du petit qui se fait dunker dessus par du gros, là. Oh, qu'est-ce que ça régale. Oh là 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 là, mais ça va. Oh, ça va. Oh, ça va. Oh. Voilà, regardez, il passe par-dessus. Il y a une anecdote très drôle avec ce dunk. Giannis, qui est un joueur éminemment classieux, donc c'est pas lui, ça c'est Chris Middleton, son coéquipier. Mais Giannis, donc, qui est un joueur éminemment classieux, les Bucks avaient fait des maillots de ce moment-là où il saute par-dessus Tim Hardaway Jr. Et Giannis avait dit non les gars, arrêtez ça, c'est pas respectueux, etc. Très classe, je trouve, de la part de Giannis. Est-ce que si je mets comme ça... Attendez. Eh, mais c'est mieux d'un coup, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Pour vous, que vous voyez un petit peu mieux tout l'écran comme ça. En mode cinéma. Non, pas encore parfait. Attendez, je vais essayer de régler ça. Pour que vous ayez tout. Ça m'a l'air un petit peu mieux. Hop. Oh là là, du régal. Bah, Jordan, hein, les dunks de Jordan à l'époque, toujours un régal.
sur Alonso Morning, je crois, de Charlotte. Et alors, les célébrations. Oh, J.R. Smith. Oh là là, l'un de mes joueurs préférés, J.R. Smith. Et alors, ce Tomar. Je ne suivais pas encore la NBA à l'époque, mais quand j'ai découvert ce Tomar dans des compilations. Ah, puis les Jordan qui régalent, tout régale. Ah, Sean Kemp, le bras élastique. Allez! Et la célébration. Ah, on ne montre pas. Je te l'ai envoyé le CSC sur Insta. Tu m'as envoyé le CSC sur Insta. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Attendez. Je vais essayer d'aller regarder ce que Titouan, pardon, mince, merde, oh. Que Titouan m'a envoyé sur Insta afin de vous le montrer. Je vous laisse avec la compile. Hop. Dunk de Dwayne Wade aussi, putain. Quand il avait encore des genoux. Oh, Scottie Pippen sur Melix. Sur monsieur... Monsieur comment ouais, ça a l'air de ramer. Je pense que je vais pas pouvoir aller regarder tout de suite. J'irai regarder après. Mais ah, oh, le dunk, ce dunk de Derrick Rose, purée. Voilà pourquoi c'est beau la NBA, là. Regardez-moi ça, là. On a regardé 2 minutes 38. De la qualité athlétique, du Tomar sa mère. Ouais, tu mets ta main, mais Larry, t'es dangereux. Alors ça, alors ça. Oh, la manière dont il retombe. Oh, ce gros Tomar, putain. Pourquoi il l'a fait passer dans le dos? Genre, c'est totalement... Allez, on kiffe. Chris Weber, oh, Kawhi Leonard, bam. Sur Derek Favors, putain. Oh, il date, lui. Ah oui, ce dunk. Baron Davis. Chouf. Et alors, moi, je trouve que voir des petits dunkés, c'est encore plus impressionnant que les grands, parce qu'il y a vraiment ce côté... Oh, fils de pute. Je parlerai même pas de ton dunk, grosse merde, va. Vince Carter, allez, il régale. Pour ceux qui savent pas pourquoi j'ai insulté le mec d'avant, donc c'est Miles Bridges. Il a frappé sur sa femme devant ses enfants, il a rompu son ordonnance d'éloignement. C'est une énorme merde. Et donc on lui chie allègrement à la gueule à Miles Bridges. Je n'ai pas peur des mots. Aucun respect pour ce genre d'individu. Oh, Dwayne Wade, par contre, toi j'ai du respect pour toi, mon Dwayne. Et encore, non, ça se trouve, t'as peut-être tapé sur ta meuf, je sais plus. Attention, Dwayne. Le Shaq, le gros Shaquille O'Neal quand il casse des paniers, regardez ça. Là, ce qu'il faut se dire, c'est pas le panier qui a cassé. Non, non, c'est le système de fixation qu'elle a qui pète. Et ça, c'est un exploit. Ça, il y a que Shaq pour faire ça, et ça, c'est très fort. Petite compile de dunk, j'ai envie d'aller me regarder. Une petite compile de cross vite fait avant de partir, quelques minutes. Et je commence vraiment à avoir beaucoup trop faim. Et je vais aller manger. Je suis désolé. Parce que là, je commence à avoir des crampes d'estomac. Et ça ne régale pas du tout. Oui, c'est bon, Jeff Bezos, allez, t'es suffisamment riche. Ah là 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 là. En plus, ça doit être Twitch. Non, Jeff Bezos. Mets-moi partenaire, comme ça on pourra sub à ma chaîne, s'il vous plaît. Red Short. Oui, bah vous m'avez écouté. Ah voilà, je peux ignorer, c'est bon. On se casse. Du cross. Parce que ça aussi, c'est de la belle action de NBA, le crossover. On kiffe aussi sur du crossover. Golden Hoops. Très belle chaîne YouTube qui fait de très belles compines. Ouais, pizza. Non, filet mignon ce midi des restes d'hier soir que j'ai fait en avance. Petit filet mignon des familles qui régalent. Un jour, on fera des streams cuisine. Regardez ça. Hop là. Oh, c'est encore plus jouissif qu'un cross. Qu'un tir à... Qu'un dunk, pardon, un cross. Genre, c'est... Ah, c'est beau, c'est smooth et... L'ananas sur la pizza, parlons-en, je suis totalement pour. J'adore l'ananas sur une pizza. Il nous envoie tous ses meilleurs emojis bouffe, le Titouan, là, il se régale. Regardez ça. Hop, hop. Chiche. Oh là là, c'est l'humiliation suprême. En fait, le fait de glisser et de tomber comme ça, là... Ah, c'est l'humiliation suprême, je trouve. Et c'est pour ça que j'aime la NBA aussi, parce que t'en as un peu en Europe, mais t'en as quand même moins. En NBA, c'est si spectaculaire, les terrains sont plus grands, plus larges en tout cas. Et c'est vraiment super fou. Oh là là, oh là 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 là. Faire tomber ce joueur, oh. Jamal Crawford qui est
certainement le meilleur crosser de toute l'histoire de la NBA. Genre, G-Crossover, un régal. Regardez ça. Oh là, oh là, oh là là. Il le met, mais au sol. Je t'envoie toute la bouffe. Et envoie-moi un max de bouffe, là. Vraiment, les crosses, je trouve ça si beau. Genre, oh là là. L'écart qu'ils sont capables de mettre. Et c'est que du rythme. C'est que du changement de rythme. C'est allez, allez, non. Oh, il fait tourner Dirk Nowitzki. En plus, je me souviens, c'était la dernière saison de Nowitzki, ça. Regardez ça qu'il dit là. Oh là là, il l'envoie, mais à pétaouchnok. C'est... Oh oui, oh alors ce dunk. Enfin, ce cross, pardon. Oh là, avec le jump over Tyronn Lue. Le step over Tyronn Lue, pardon. Et regardez ça, c'est sublime. Ça, c'était Steph Curry, époque où il me saoulait, il était trop fort. Kyrie Irving, l'un des meilleurs handles de NBA. Flit, allez, tu glisses. J'ai jamais compris d'ailleurs comment il était tombé là-dessus. Hein. Derrick Rose était l'expert de mettre des crosses à pleine vitesse comme ça. Ça fait mal. Oh, Iverson sur Jordan. Swish, swish. Allez, voilà. Et il l'a largué, hein. Il l'a largué, il l'a largué. Mais après, il n'y a que les bons défenseurs qui prennent des crosses. Voilà, ça c'est pareil. Hein. Et alors, par contre, je pense que c'est Kentavious Caldwell-Pope qui le pousse dessus, quel enfoiré. Voilà, là, ça c'est pareil. Ça, je me souviens de ce cross de Joe Johnson. C'était l'un des gros highlights que je regardais quand j'étais plus jeune. Je trouve ça... Oh là 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 là. Et la chute, souvent, c'est les grands qui les prennent. Quand le centre de gravité est plus du tout centré et que ça se casse la gueule, c'est un régal. Hop, 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 hop. Et le flotteur derrière. Oh là là, Deron Williams. Quel joueur c'était aussi. Ah, sur Tony Parker. Eh bah oui, Tony, cube par terre. Jordan Poole. Pareil, ça c'est que de la feinte, c'est que du changement de rythme, c'est beau. Shai du Thunder, bah tiens. L'un des jeunes de la franchise du Thunder dont on parlait, qui régale. Bon allez, on va pas en regarder plus. Moi je vais vous laisser. N'oubliez pas d'aller regarder le nouvel épisode de Backdoor si vous voulez en savoir plus sur un bison délai sauvage. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. On se retrouve normalement demain. Kiffez bien votre life, profitez, mangez bien. Bon courage pour le travail pour ceux qui reprennent cet après-midi. Et on se revoit demain normalement. Des gros bisous à tous. Oh, j'ai des les courbatures de la salle de ce week-end qui sont en train de faire bien mal. Hein. Eh, merci Tito. Parce que t'as déjà mangé, donc bon courage à toi. Bisous mon Lucho. A plus les bros. Kiffez votre life.